Bonjour à tous, ici Kimi ASMR. Pour cette nouvelle vidéo, je vais vous montrer quelques commandes basiques en langage Python. Donc je vais tout d'abord commencer par créer un nouveau document, un nouveau document Python que je vais appeler basic.py. Et je vais également ouvrir un terminal pour pouvoir exécuter ce programme au fur et à mesure. Donc je vais dans un premier temps vous montrer comment afficher un message en langage Python. Donc ça c'est vraiment le basique de chez Basic évidemment. Ce qui est pratique en langage Python, c'est que la syntaxe est plutôt plus facile à retenir que la syntaxe des autres langages. Donc tout d'abord un Hello World classique, donc que je vais pouvoir afficher en exécutant mon programme. Donc je vais faire tout d'abord, je dois aller dans le bureau. Et je vais faire Python basic.py. Et le programme m'affiche bien Hello World. Évidemment, c'est basique de chez Basic. Donc je vais maintenant vous montrer comment afficher. Je vais vous montrer quelques types en langage Python. Donc une liste non exhaustive des types qui existent en langage Python. Il existe notamment le type integer qui correspond à un entier. Il existe également le type string qui correspond à une chaîne de caractères. Le type float qui correspond au nombre flottant, donc c'est-à-dire tous les nombres qui ont une précision décimale. Et le langage Python dispose également du type complexe, donc qui est utilisé pour désigner les nombres qui ont à la fois une partie réelle mais également une partie imaginaire. Alors pour écrire un nombre complexe en langage Python, on utilise le J et non le I. Alors que on pourrait penser que pour la partie imaginaire on utilise le I, mais il se trouve qu'il faut utiliser le J. Voilà, je préfère prévenir. Je vais à nouveau exécuter le programme et on obtient bien un type nombre 2 qui est interprété comme étant un integer. Oups, j'ai commis une petite imprécision. Je n'aurais pas dû mettre ces guillemets. Du coup, le programme a interprété cette expression comme étant un string, alors que je voulais qu'il l'interprète comme étant un flottant. Donc on voit bien qu'on a un integer, une variable de type string, une expression de type string, une expression de type flottant et une expression de type complexe. Donc c'était pour vous montrer quelques types qui existent en langage Python. Je vais vous montrer comment entrer une valeur dans le programme, car on ne peut pas se contenter d'afficher des messages, mais il faut bien sûr être capable d'interagir avec le programme. Donc si jamais on souhaite rentrer
une variable de type integer, il faudra utiliser l'expression input, tandis que si l'on souhaite rentrer une variable de type string, il faudra utiliser l'expression raw input. Mais je vais plutôt vous montrer, ce sera plus parlant. Entrer une valeur de type integer. Entrer une valeur de type string. La variable A qui prendra la valeur de l'expression qui sera rentrée par l'utilisateur. Et la variable B qui prendra elle aussi la valeur de l'expression rentrée par l'utilisateur. Je relance le programme. Je vais rentrer 89. Puis je vais rentrer coucou. Et j'ai un programme qui compile correctement. Je vais à nouveau je vais afficher la variable ainsi que le type de ma variable. Print type A. J'ai bien, donc le programme réaffiche 89 et il m'affiche bien une valeur de type integer. Et si je rentre coucou, donc le programme me réaffiche coucou avec le print et m'indique bien que coucou est de type string. Je vais pas à nouveau relancer le programme, je re-rentrer 89 pour l'integer et re-rentrer 89 pour la variable B. Et même si je rentre une valeur numérique, cette valeur sera toujours reconnue comme étant un type, comme étant de type string. Même si je pourrais à la rigueur la reconvertir en integer si je souhaite m'en servir comme un integer par la suite. Maintenant je vais montrer quelques expressions pour créer des blocs conditionnels qui ne seront exécutés que si certaines conditions sont respectées. Donc pour cela nous avons notamment les commandes if, elif et else. Donc je vais expliquer en quoi consistent ces commandes. Donc if, c'est simplement si. Donc si la condition est respectée, alors exécutez le bout de code suivant. Donc par exemple, if A supérieur à 75, on affiche A. Alors je précise qu'en Python, il faut respecter une indentation bien précise, comme je viens de le faire. Sinon, on obtient une erreur de compilation. Sachant que dans les autres langages, on peut ne pas respecter une indentation comme cela, et malgré tout ne pas obtenir d'erreur de compilation. Même si au final c'est plutôt une bonne chose, puisque ça force l'utilisateur, le programmeur, à écrire de façon, à écrire son programme de façon claire. Donc, supposons
que ma condition n'ait pas été respectée, je peux mettre une deuxième condition qui sera un mélange de else et de if. Donc elif qui est la contraction de sinon si, else, if. Et je peux dire que je souhaite afficher par exemple, qu'est-ce que je pourrais supposons que A soit supérieur à 50 et que A soit inférieur à 75. Et je vais afficher ASMR. Voilà, tout simplement. Bon, je dois avouer que je n'avais pas trop d'inspiration sur ce que je pouvais demander au programme d'afficher. Et else, la valeur rentrée. Voilà, je suis en mode 0 imagination. Est inférieur ou égal à 50. Je peux exécuter mon programme. Et supposons que je rentre comme j'ai fait tout à l'heure, la valeur 89. Le programme va me rafficher 89, tout simplement parce que la condition if va être respectée et donc ce bloc sera exécuté. Supposons maintenant que je exécute mon programme et que je rentre la valeur 60. Mon programme va m'afficher ASMR, tout simplement parce que c'est ce bloc conditionnel qui sera exécuté. Bon, je pense que vous avez compris l'idée. Je viens de me rendre compte que j'avais commis une grosse faute d'orthographe à valeur. Oui, bon, il est un peu tard comme vous pouvez le voir, mais bon, voilà. Et je rentre 45. Et là, j'obtiens bien... je n'ai pas enregistré le fichier. Le fait que la faute d'orthographe soit toujours présente. Et donc j'obtiens bien la valeur rentrée est inférieure ou égale à 50. Donc là, je vous ai donné un exemple de bloc conditionnel en utilisant les mots-clés if, elif ou else. Donc évidemment, on peut très bien, on a très bien le droit d'utiliser if sans utiliser le mot else ou sans utiliser le mot elif. C'est pas, on peut très bien utiliser if tout seul. Et donc si jamais je rentre 74, rien ne va se passer puisque le programme va se terminer aussitôt. Et si je rentre 89, le nombre sera bien affiché puisque l'on va rentrer dans la condition en question. Alors là, je vous ai montré les mots-clés pour les blocs conditionnels. Et il y a une autre notion très importante en Python, mais aussi dans l'ensemble du langage, ce sont les boucles. Donc les boucles, ça permet de parcourir, d'effectuer plusieurs... non, là, c'est le soir, c'est un peu tard. D'effectuer plusieurs opérations, un nombre flou d'opérations en une seule, écrite de façon déjà succincte sur le programme.
Supposons par exemple que je veuille afficher les premiers, les 10 000 premiers nombres entiers qui existent. Je vais pouvoir le faire tout simplement grâce à une boucle for. En prenant for i in range 0 10 000 print i. Donc voilà, sachant que le deuxième nombre de cette expression est exclu de l'expression en question. Donc si le dernier nombre à être affiché, ce sera bien 10 000. Et donc i c'est une variable qui est initialisée à ce moment-là et qui prend l'ensemble des valeurs de 0 à 10 000. Donc je vais vous lancer le programme pour vous montrer. Donc je rentre n'importe quoi. Et j'ai bien l'ensemble de mes 10 000 variables de i, enfin de mes 10 000 premiers nombres plutôt. Donc là c'est le premier type de boucle. Donc c'est une boucle for. Donc une boucle qui est utilisée lorsqu'on sait à l'avance les nombres sur lesquels on souhaitera travailler. Et il existe aussi les variables de type while, pardon pas les variables, les boucles de type while qui sont utilisées tant qu'une condition est validée. Donc on peut très bien afficher, on peut très bien utiliser une boucle de type while pour faire la même chose qu'une boucle de type for. Par exemple, je vais faire i égale 0 tant que i inférieur à 10 000 afficher i égale i plus 1. Et je vais exécuter cela. Ouais, donc j'aurais dû mettre 10 001 pour obtenir jusqu'à 10 000. Et donc j'obtiens bien tous les nombres de 0 à 10 000. Donc ça c'est avec une condition qui est proche. Évidemment le fait d'utiliser une boucle while permet de complexifier, de faire des opérations a priori plus complexes et que les opérations que l'on effectuerait avec une boucle for, et surtout de bien préciser la condition de rupture qui permettra de sortir de la boucle. Avec les boucles while, il faut également faire attention de ne pas tomber, de ne pas se piéger dans une boucle infinie. Supposons que je supprime la condition, l'opération i égale i plus 1. Là, je vais obtenir justement une boucle infinie, puisque i sera toujours inférieur à 10 001. Et donc i sera toujours affiché. Et il n'y aura donc pas moyen de sortir du programme. Voilà, et c'est un programme qui tourne à l'infini. À l'infini. Alors si vous voulez dormir, peut-être que ce serait plus efficace pour dormir d'afficher un ensemble de z à l'infini. Un ensemble de z minuscule à l'infini. Ça aurait quelque chose de plus peut-être reposant que de voir un 0 à l'infini.
là, je vous ai montré comment afficher. Alors, je commence moi-même à somnoler un petit peu. Donc, je vous ai montré comment utiliser des boucles for et des boucles while à travers ces exemples simplissimes. Et je vais vous montrer comment créer une fonction. Donc, une fonction, c'est un ensemble, un bout de code qui sera donc mis à l'intérieur d'une fonction et qui pourra être réutilisé depuis n'importe où dans le programme, autant de fois qu'on le veut, sans avoir à le réécrire. Donc, par exemple, supposons la fonction carré qui affiche un nombre au carré en prenant donc voilà, donc là j'ai écrit une fonction. Donc la fonction en question possède un paramètre, un argument qui est le nombre A. Donc c'est tout simplement l'argument qui sera rentré en paramètre. Et cette fonction affiche le carré de A. Donc tout ce que j'ai à faire pour exécuter cette fonction, c'est de faire carré A. Et cette fonction sera exécutée dans le programme. Donc je vais mettre fin à ce programme qui commençait à tourner depuis un moment. Effectivement, j'ai oublié de mettre deux points. Donc les 2 points sont très importants en langage Python. S'ils sont utilisés après les conditions if, les conditions else, après la déclaration d'une fonction également. Je peux donc rentrer un nombre. Supposons que je rentre le nombre 40 et j'obtiens bien le nombre de 40 600. Donc je peux faire la même chose pour afficher le cube d'un nombre. Tout simplement. Je vais rentrer un nombre un peu plus compliqué à calculer de tête. Donc disons 91. Ouais, j'ai oublié d'appeler le cube du nombre en question. Et donc on obtient que 91, que le carré de 91 est 8281 et que le cube de 91 est 7700. Oh là là, je suis fatigué. Et 753 571. Bon, j'y suis quand même arrivé. 753 571. Voilà. Alors là, nous avons vu des exemples de fonctions qui se contentent d'afficher le résultat en question. Mais nous avons également, nous pouvons également retourner un résultat grâce à une fonction. Donc je vais vous montrer un exemple. Donc là, nous allons retourner le carré de A. Et là, nous allons retourner le cube de A. Et nous pouvons stocker ces retours de fonctions dans des nouveaux nombres. Oui, mon ordi est en batterie faible. J'aurais dû prévoir il faut bien sûr que j'affiche ces nombres en question. Et je pense que quand ma batterie tombera à 0, il sera vraiment temps que
que j'aille dormir. Et nous obtenons bien les valeurs, donc 6084, qui est le carré de A, qui est le carré de 78, et 474 552, qui est le cube de 78, et qui ont bien été stockés dans les variables quart et cube-val, en prenant le retour des fonctions carré et des fonctions cube. Donc très rapidement, je vais vous montrer une autre fonctionnalité qui est permise grâce à, je vais vous montrer la récursivité, donc qui est le fait qu'une fonction puisse se rappeler elle-même. Et donc je vais vous montrer cela dans un exemple très utilisé pour la récursivité, qui est les nombres factoriels. Vous savez ce que c'est que les factoriels. Donc par exemple, factoriel de 5 égale 5 fois 4 fois 3 fois 2. Donc c'est-à-dire 5 fois 4, 20 fois 3, 60 fois 220. Factoriel de 5 égale 120. Attendez-moi une seconde, je vais brancher l'ordinateur pour pouvoir terminer cette vidéo tranquillement. Voilà, c'est un peu mieux comme ça. On est un peu plus tranquille et un peu moins stressé. Et donc je vais vous montrer comment écrire la factorielle en utilisant une fonction et donc en utilisant la récursivité pour cette fonction. Voilà. Normalement, ça devrait fonctionner. Donc, on va faire fact égale factoriel de A. Et on va faire print de fact. Alors je vais essayer avec un nombre pas trop grand, parce que sinon il va vite y avoir une erreur. Donc le factoriel de 8, c'est 40 320. Donc vous voyez que ça monte très très vite. En effet, 40 320 est égal à 8 fois 7 fois 6 fois 5 fois 4 fois 3 fois 2. Donc en effet, puisque factoriel de 5 est égal à 120, factoriel de 6 est égal à 720, factoriel de 7 est égal à 720 fois 7, donc 5040, et factoriel de 8 est égal à 40 320. Donc je peux essayer avec un nombre, supposons que j'essaie avec le nombre 15. J'obtiens un factoriel de plus en plus long à lire, de plus en plus que je n'ai pas le courage. Attendez, je vais quand même essayer de le lire. 360
674 368 000. Ok. 1307 milliards 674 368 000 avec un factoriel de 15 seulement. Donc c'est clair que si je rentre 78, je vais... ok. Curieusement ça marche. J'aurais pensé que 78, j'allais obtenir une grosse erreur mémoire. Mais au final, j'obtiens ce nombre que je suis incapable de lire. Voilà. Et donc sur le fonctionnement du factoriel, lorsque la fonction est appelée en décrémentant, en retirant une unité au nombre A au fur et à mesure. Donc par exemple, prenons l'exemple sur un nombre très simple. Prenons l'exemple tout simplement sur 5, donc qui est égal à 120. La fonction est appelée avec 5. Puisque 5 n'est pas égal à 1, cette partie dans un premier temps ignorée. Ensuite on retourne 5 fois la valeur de factoriel de 4, qui est à nouveau rappelée, qui a elle-même un type de retour. Et donc ça va permettre de construire le nombre 5 fois 4 fois 3 fois 2. Et donc de trouver 120 au final, de renvoyer cette valeur et de l'affecter à notre valeur, à notre variable fact. Et ensuite, ce nombre pourra être affiché dans le terminal, comme nous venons de le voir. Bon, je pense que ça fait déjà pas mal de notions, surtout si vous étiez débutant en programmation. Si vous avez déjà fait de la programmation, vous avez peut-être dû vous ennuyer un petit peu. Mais j'espère que vous avez quand même malgré tout apprécié cette vidéo. Et je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo ASMR.